Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bienvenue dans la saison 3 du camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle facette de la montagne dans une conversation avec une personnalité. Ensemble, on contemple les grands espaces et on se raconte des histoires. Dans un monde en pleine mutation, dans lequel les hommes sont la principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques et dans le contexte de changement climatique, à quoi ressemblera la montagne de demain ? Et quels sont les changements souhaitables ? Ensemble, on rêve la montagne et on s'y promène. Le camp de base, rencontre au sommet, est disponible en podcast tous les lundis dès 5h du matin sur les plateformes. Et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me soutenir sur la plateforme Patreon. Le lien est en description du podcast et sur le site internet www.campdebase-podcast.com. Dans la première saison du camp de base, j'ai reçu l'exploratrice Caroline Riegel. Je vous conseille vivement d'écouter cet épisode dans lequel nous avions parlé de sa philosophie de vie, du monastère de Tongri dont elle s'était prise à 30 ans et des nonnes semeuses de joie. Dans la première partie de ce nouvel épisode, on fait le point sur ses dernières explorations et la construction d'un barrage hydroélectrique récent sur lequel elle travaille en Afrique. Aux alentours de 15 minutes et 30 secondes, et jusqu'à la fin du podcast, nous abordons le dernier ouvrage de Caroline, paru en octobre dernier aux éditions Glénat et qui met à l'honneur des exploratrices. L'aventure, ou cette capacité à repousser le principe même de peur, avec Caroline Riegel, c'est l'épisode 50 du camp de base, et ça commence dès maintenant. Bonne écoute. Allô ? Bonjour Caroline. Bonjour. Et merci beaucoup d'être une nouvelle fois l'invitée du camp de base. Est-ce que déjà tu peux commencer par peut-être nous faire une petite actualité là du monastère ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? On est le 9 février 2024. À la nonnerie. Ouais. Déjà merci, pour moi aussi, c'est un plaisir. Alors à la nonnerie, tout le monde va bien, notre doyenne va bien. Il a neigé il y a quelques jours. Ouais. Il n'avait pas neigé jusque-là. C'est quand même, ça fait tard pour de la neige en hiver. Donc, des changements palpables là-bas aussi. Hein. Mm-hmm. Mais tout va bien. Et surtout, le moine qui enseigne actuellement est très, très engagé et leur a laissé, parce que les grandes vacances, c'est l'hiver, et il leur a laissé beaucoup de devoirs, mais il les appelle via WhatsApp. Hein, c'est un appel groupé 2 fois par semaine où ils font une séance de travail sur la grammaire tibétaine pour qu'elles n'oublient pas, pour qu'elles progressent, pour qu'elles arrivent à avancer dans leurs devoirs. Et je trouve ça assez fabuleux parce que je les vois vraiment progresser dans quelque chose qui leur avait pas été accessible quand je les ai rencontrés, quoi. Et je les vois progresser dans la capacité de lecture, d'écriture, de débat philosophique, de grammaire tibétaine. Et ça, c'est assez c'est incroyable. Une petite question encore là sur le monastère. Je vois qu'il y a encore des appels à fonds réguliers. C'est quoi la prochaine grosse étape pour le monastère et pour toi ? La prochaine grosse étape pour nous, c'est de reconstruire les ruines d'une des vieilles nonnes qui était morte après le voyage en Inde et en France. Et d'essayer de faire ce qu'on n'a pas réussi à faire jusque-là, parce qu'en fait, on a des demandes avec les films, forcément, des gens qui voudraient venir, se poser un peu, mais on n'a pas l'infrastructure, et du coup, c'est pas forcément évident, quoi. Donc, dans ces ruines, peut-être avoir 1 ou 2 chambres d'accueil qui permettent peut-être aux nonnes de gérer un peu plus facilement quelques visites de ci, de là, quoi. Mmh. On rappelle peut-être aux auditeurs et aux auditrices, tu es ingénieur en construction hydraulique. C'était quoi tes derniers voyages ? Là, j'ai vu que tu t'es un peu détachée du Népal quelques mois et tu es partie sur un autre continent. Alors, ça, c'était l'année dernière. C'était à l'époque. J'ai fêté mon anniversaire l'année dernière, en fait, puisque c'était il y a quelques jours. Et donc là, je vais le fêter, mais dans ma terre natale, en Alsace.
Mais il y a un an, effectivement, on était parti en Antarctique, en péninsule antarctique, 2 mois en voilier. Donc ça a été une découverte assez particulière, assez différente en effet. Et puis en fait, depuis juin, je suis en forêt vierge gabonaise, là où j'étais il y a 20 ans. C'est assez incroyable en fait que je me retrouve là-bas 20 ans après pour la construction d'un chantier de barrage. Voilà, je suis arrivée là par un hasard un peu rocambolesque, alors que je n'étais plus trop dans cette partie de ma vie, dans ce métier d'ingénierie depuis depuis quelques années-là. Et puis je me retrouve 20 ans après dans cette forêt vierge où je reviens avec l'héritage d'un livre, d'une mémoire de cette année rocambolesque vécue il y a 20 ans. Cette année un peu dingue, et ça l'est toujours autant. Et voilà, je reviens un peu comme aux sources, avec la pleine conscience des 20 années d'expérience que j'ai acquises depuis. Et là, c'est assez extraordinaire. Ce livre dont tu parles, c'est Éclat de cristal? Je me Tout à trompe? fait, Ouais, tout à c'est ça, fait. hein. Ouais. Hmm. C'est Éclat de cristal qui raconte cette année en forêt vierge. Ouais. Est-ce que tu as retrouvé la même forêt que tu avais quittée il y a 20 ans Ouais. ou... Ouais. Non, je retrouve vraiment la même forêt. C'est pas un endroit où on voit de manière aussi flagrante les changements climatiques. Donc j'ai vraiment l'impression de retrouver la même forêt. Ce qui est assez fou, c'est que j'arrive dans un pays qui a peu changé. Je retrouve les gens que je connais sur la piste. On est vraiment dans mon bout de piste. Il y avait quelques de petits hameaux d'orpailleurs. J'ai retrouvé des gens que je connaissais dans le village, des gens que je connaissais, des gens qui me reconnaissent. Voilà, des gens qui travaillent sur les barrages sur lesquels j'avais travaillé il y a 20 ans. Donc c'est assez dingue parce que j'ai l'impression que le temps n'avait pas tant fait son œuvre Ouais. dans ce petit bout de planète, dans cette forêt vierge. Et en même temps, on est en train de construire un barrage hydroélectrique. Ce sont des Chinois, l'entreprise de construction, ce sont des Chinois. On a vécu le putsch militaire, la descente, enfin voilà, la fin de la dynastie Bongo. Mhm. On est dans un monde tout numérique, des réseaux, etc. Et donc, j'ai l'impression, là aussi, et comme au Gabon, finalement, où je vois les changements, je les vois avec un certain recul, je les vois dans une zone géographique restreinte, contrainte. Là, je me retrouve un peu hors du temps et en même temps, on n'est plus à la même époque. Donc, c'est assez intéressant de voir cette évolution aussi. Tu parles effectivement de la fin de cette dynastie, de cette dynastie qui était à la tête. Pas seulement. Vraiment, on n'est plus à la même époque et pourtant, dans cette forêt vierge, rien n'a changé. Ouais. C'est ça qui est fou. C'est qu'on n'est vraiment plus dans le même monde aujourd'hui. On est dans un monde numérique, le monde des réseaux sociaux. On n'est plus dans le même monde qu'il y a 20 ans. Pas du tout. Vraiment, Et en même temps, comme dit, vraiment, dans cette forêt vierge, c'est la nature brute dans toute sa vitalité. Et il n'y a rien d'autre. Et tu es tout nu face à cette forêt et tu es toujours aussi tout nu face à cette forêt quand tu y es. Quoi. Et les gens qui vivent là-bas, non, pas grand-chose a changé. Justement, c'est ça qui est fou. Et à quoi ressemblent-elles alors tes journées dans cette forêt vierge pour lequel tu es là pour travailler Là, c'est dense. Il y a beaucoup. En fait, qu'il faut comprendre sur un projet comme ça, qui est un projet où il y a plusieurs centaines de personnes, des Gabonais, des Chinois, des Africains, des Blancs, 80% des problèmes ne sont pas forcément techniques, même si la part technique demande beaucoup d'expertise, beaucoup d'expérience. Mais 80% des problèmes, c'est de la capacité à vivre ensemble, parce qu'en fait, on vit ensemble. On vit dans cette forêt vierge, dans un lieu isolé, sans réseau, sans. Là, c'est pas juste. Je vais au travail le matin et je rentre le soir, en fait. Donc, il y a cette notion, cette dimension collective. Et la majorité des problèmes, c'est la capacité à communiquer, à gérer l'information, à la canaliser, à se comprendre, et ça, c'est incroyable. En fait, à subir et à gérer aussi les pressions et tous les paradoxes, parce que voilà, ce sont des gros projets qui impliquent pas mal d'ambitions différentes selon les parties, mais il y a un but commun qui est construire ce barrage le mieux possible et le plus vite possible, ou en tout cas avec le moins de retard possible. Et il faut rassembler les gens autour de ce but commun. Il faut rassembler les gens autour de la richesse intrinsèque d'un tel projet, c'est-à-dire le privilège de vivre dans un univers de nature comme l'Antarctique, comme l'Himalaya, c'est des univers bruts, c'est des univers
extrêmement puissant, extrêmement nourrissant en fait. Et sur un projet multiculturel où là aussi c'est une richesse incroyable que de côtoyer des gens de différentes langues, de différentes cultures, de devoir vivre avec eux, et en fait des gens dont rien que la présence nous amène à sortir de notre zone de confort. Et c'est ça l'enrichissement véritable d'un tel projet. Mais on passe beaucoup, très facilement à côté de ça parce qu'on se laisse happer par les pressions, les contraintes, par les peurs, par les incompétences, les difficultés, et en fait, voilà, tout et puis par les procédures, le contractuel derrière lequel, quand on manque d'expérience, de recul ou voilà, où on se planque en fait trop facilement et on se rend compte que rien n'avance, que rien ne va parce que les choses ne peuvent pas fonctionner comme ça. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que on blinde de procédures, on veut du zéro risque, on veut que tout soit parfait, les contrats, etc. Ça n'a jamais été aussi blindé, aussi complet, etc. Et en même temps, ça marche pas mieux. Et ça marche pas mieux parce que la réalité de ce genre de projet, c'est que de toute façon, les choses sont biaisées à la base. C'est l'aventure à l'état pur. Et l'aventure à l'état pur, tu ne contrôles pas tout. Ce n'est pas possible. Tu es en forêt vierge avec une saison des pluies, quand il pleut 2 mois chaque jour, bah, tu peux pas avancer les choses si simplement parce que il y a eu un Covid entre-temps, parce que, etc. Et donc, là, on en revient à cette notion d'exploration, la capacité à explorer. Le principe même de l'aventure, c'est quand même à un moment donné d'oser, de ne pas avoir peur, de repousser cette notion de peur et de risque en fait. Ça ne veut pas dire qu'on prend n'importe quel risque, n'importe comment, mais il faut le gérer, il faut l'aborder, non pas sous l'angle de la peur, mais sous l'angle d'une certaine volonté et d'une certaine capacité d'action. Sinon, ça marche pas. Et en fait, je me rends compte que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire ça parce qu'on se planque derrière justement les procédures, le contractuel, etc., parce qu'on est un petit peu coincé par la peur. Voilà, peur de ne pas réussir, de se faire avoir, de se faire La c'est capacité justement à explorer, c'est quelque chose qui te tient depuis tes plus jeunes années. Une dernière question sur cet ouvrage-là d'envergure sur lequel tu travailles sur le continent africain avant de venir au cœur du sujet qui est le livre Une histoire des grandes exploratrices. Pour que les auditeurs et auditrices comprennent bien ce que tu viens de nous dire, peut-être qu'il est important aussi de détailler les enjeux d'un tel ouvrage de barrage là où tu travailles en forêt vierge. C'est quoi les enjeux en fait un barrage hydroélectrique, c'est quand même vraiment, ça contribue vraiment au développement d'un pays. C'est de l'apport en eau, en électricité. Mhm. Ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre, ça dépend des types de barrages. Mais là, en l'occurrence, l'électricité dans un pays, à Libreville, où il manque d'électricité. Ouais. Et on reste malgré tout sur quelque chose qui est quand même assez, sur le plan, comment dire, écologique, qui n'est pas forcément dramatique. C'est de l'énergie durable. C'est pas, c'est moins polluant, c'est moins pire que l'énergie thermique, à coup de, de générateurs que tu fais marcher, Mhm. avec De voilà, l'essence. du gasoil ou de voilà. Ouais. Donc et puis après, c'est quand même des projets qui sont assez complexes parce que c'est des projets uniques, c'est des projets qui sont pas en ville, qui sont souvent dans des zones isolées, difficiles d'accès. Là, en l'occurrence, s'exposer on est en pleine forêt vierge, exposé à saison des pluies, à des climats assez prenants, assez marqués, Mhm. assez marquants sur des travaux. C'est des projets de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. Donc forcément, c'est pas des projets que tu peux faire comme ça à la légère. De fait, c'est des projets qui impliquent beaucoup d'expertise internationale, des panels d'experts internationaux. C'est des projets qui impliquent une entreprise chinoise, des bailleurs de fonds de différentes banques africaines ou autres banques mondiales,
une société française d'investissement, des actionnaires, l'État gabonais. Voilà, ça implique tout ce monde-là. Donc, il y a beaucoup d'enjeux derrière. Ouais. Alors l'année dernière, il y a aussi un livre que je rappelle s'appelle Une histoire des grandes exploratrices qui est sorti en librairie le 18 octobre 2023. Est-ce que tu peux nous pitcher ce livre en 2 phrases? Une histoire des grandes exploratrices de tous les temps, de partout, Ouais. dans le monde. Un portrait, disons une cinquantaine de portraits. Voilà, de femmes au parcours extraordinaire qui ont repoussé les frontières, qui ont bravé à la fois l'inconnu, à la fois les interdits, souvent aussi. Ouais. Notamment, tu reprends l'histoire de Jeanne Barret Jeanne Barret, ouais, par exemple, ouais, tout à fait, ouais. pour La l'expédition première à faire le tour du monde. de Bougainville. Ouais. On parle peu d'elle. Alors, comment est-ce que tu as travaillé sur ce livre, sur la documentation qui t'a permis d'écrire ces portraits? Alors ça, c'est intéressant parce que au début, moi, j'ai pas forcément, c'était une commande, hein, on m'a proposé de faire ce livre. Je savais pas trop comment je me sentais par rapport à ça, donc j'ai pris un petit peu le temps Il est édité d'ailleurs de aux faire. éditions Glénat. Ouais, tout à fait. Dans une collection, en fait, qu'ils ont, une histoire d'eux, quoi. Donc là, c'est l'histoire des grandes exploratrices. Ça m'a vite extrêmement passionnée, en fait, ça m'a vraiment intéressée et c'est arrivé à un moment de ma vie un peu particulier où travailler sur le parcours de ces femmes est entré en résonance avec une relecture de ma propre vie, de mon propre parcours et vice-versa, en fait. C'était très, très intéressant. C'est rigolo par Mais ailleurs qu'on t'ait proposé à toi de faire ce livre parce que dans ton livre là où tu traverses la Mongolie sur ton petit cheval, tu fais référence déjà à Ella Maillard qui est cette exploratrice suisse. ouais, que je lisais à ce moment-là d'ailleurs, ouais, tout à fait. Et donc, Ouais. comment est-ce que tu t'es documentée sur ces femmes? Alors au début, c'était intéressant. Alors, j'ai commencé par écrire, par exemple, sur celles dont j'avais lu les livres, que je connaissais mieux, ou Anita en tout cas pour Conti. certains portraits. Alexandra Davinel, par exemple, je pense que c'est la première que j'ai écrite. Donc, mais après, il y en a plein que je ne connaissais vraiment pas. Il y en a que je connaissais dont j'avais pas forcément tout lu. Donc là, le premier réflexe, c'est Internet. Et là, c'est très intéressant parce qu'on a l'impression de trouver pour certaines, par exemple, plein de choses sur Internet. Et puis on se rend compte, ça m'est arrivé avec Mary Read et Anne Bonny, donc les femmes pirates entre guillemets, parce que en fait, on tombe sur plein de trucs sur Internet qui parlent d'elles comme des femmes pirates. Et je suis tombée un jour sur un éditeur qui est spécialisé, parce qu'il a fait tout un ouvrage sur la piraterie des Caraïbes. Donc il est allé chercher dans les archives, il a fait un gros travail de fond que moi j'ai pas pu faire pour chacune des exploratrices de ce livre, bien sûr. C'est pas une biographie de chacune, quoi, mais c'est ce qu'il faudrait faire hein, pour aller vraiment au fond. Hein, c'est des choses. Mais en fait, je me suis rendu compte en discutant avec lui à quel point il fallait se méfier de cette impression de diversité de sources et d'informations sur Internet. D'accord. Et donc, il était très important de multiplier les recherches, d'écouter des podcasts, de lire des livres sur les exploratrices. J'ai de la chance de parler anglais, espagnol ou allemand, enfin, donc d'écouter des podcasts, de trouver des documentaires, de lire des livres d'autres pays aussi, parce que forcément, il y a un autre angle d'approche. Ça, c'est assez souvent, en tout cas, le cas. Voilà, donc c'était vraiment de multiplier les sources parce qu'il faut se méfier de ce que Internet peut parfois facilement vous donner comme information parce que en fait tout le monde reprend un peu les mêmes sources dans des biographies un peu courtes comme ça à droite à gauche et là il peut y avoir pas mal de choses voilà, pas forcément justes et donc là il faut faire un travail un peu en profondeur. Donc j'ai travaillé plus d'1 année en fait sur le livre. Ce qui me paraît aussi intéressant, c'est d'avoir un regard peut-être diversifié sur ces femmes qui étaient des occidentales, mais tu as fait aussi une place à des figures non occidentales. Celles que j'ai pu trouver. J'aurais aimé en trouver plus, mais évidemment. C'était pas forcément évident. Mais c'est quand même intéressant d'aller plus loin, parce que c'est vrai que tu vois par exemple Alexandra David-Néel, Anita Conti et Ella Maillard, moi c'est des femmes que je connais en fait et que j'ai lues comme toi, mais tu vois Ada Blackjack,
Je Ouais, l'avais pas, en Shinji, fait. enfin, c'est des femmes, Qui sont incroyables, qui sont ethnologues, qui sont complètement sportives, qui incroyables. sont voilà, Ouais, qui ont aussi un apport en fait à la recherche ouais, ou à la tout à fait. société en Ouais, fait, ouais, qui tout à sont fait. hyper importantes quoi. Alors, bah après, ce que je trouvais hyper intéressant, c'est la diversité justement de parcours et ne pas essayer de trouver des femmes qui vont toutes dans un sens que j'aimerais démontrer. Bien sûr. Une exploratrice est féministe, une exploratrice est humaniste, une exploratrice est... Non, non, c'est pas aussi simple que ça, justement. Le propre d'une exploratrice, si elle fait bien son travail, c'est d'aller poser un regard sur la complexité du monde, qui n'est pas abordable forcément à celui qui ne bouge pas, parce qu'elle va aller au-delà de frontières, elle va... Mais justement, il faut aussi percevoir la complexité des parcours et la diversité des personnages, même s'il y a malgré tout certaines constantes qui ressortent, hein, et notamment ce rapport à la peur, Bien qui est sûr. un élément très important en fait à comprendre. Et justement, cette peur, elle vient d'où? Est-ce qu'elle vient en priorité du fait qu'elles sont des femmes à des endroits où elles devraient pas être là en fait? Non, 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 la peur, c'est vraiment la peur parce qu'on vous inculque la peur. Et puis après, il y a des gens qui ont plus facilement sont plus peureux que d'autres. Je veux dire, on n'est pas tous égaux là-dessus, comme on n'est pas tous égaux dans notre curiosité, dans notre mémoire, dans notre endurance, dans notre... Voilà, il y a là-dessus. Mais après, il y a aussi vraiment une peur qu'on vous inculque, en fait, hein. Or, la peur, et ces femmes, leur capacité, c'est vraiment d'avoir compris que la peur, la seule peur qui sert à quelque chose, si tant est qu'elle doit servir à quelque chose, c'est celle qui va mettre le doigt sur quelque chose et dont vous allez vous servir pour dire, OK, alors elle me met le doigt sur quoi? Donc, qu'est-ce que je dois analyser? Qu'est-ce que je dois aborder? Qu'est-ce que je dois comprendre? Sur quoi je dois me préparer? Et à l'instant T, OK, il y a quelque chose qui bouge, je ne sais pas, je suis en forêt vierge, ça bouge, alerte. Mon corps se met en alerte, mes sens se mettent en éveil. Et c'est ça, il y a un sentiment de peur, mais c'est une forme, ça décuple, c'est l'éveil. Et là, je me dis, OK, ça bouge, c'est quoi? Parce que si c'est un léopard ou un machin qui me saute dessus, il faut que je réagisse le plus vite possible. Et donc, je dois réagir en fonction. Mais la peur qui vous empêche d'aller je ne sais pas moi, à 3000 kilomètres de là, parce que vous avez peur de ce qui vous arrivera à 3000 kilomètres de là dans 3 ans, elle ne sert à rien. Elle ne sert absolument à rien. Parce que d'ici à 3000 kilomètres et dans 3 ans, il va se passer tellement de choses que de toute façon, tu ne peux pas définir ce qu'il y aura là-bas. Mmh. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. On est explorateur de notre propre vie, quoi qu'il arrive. Il faut passer de l'âge de l'enfance à l'âge adulte. Il faut aller plonger c'est la vie, c'est une plongée dans l'inconnu. Donc il faut s'armer dans ce sens-là. Au contraire, c'est ce qui rend plus fort. Et on a passé notre temps à écraser des minorités, et les femmes ont souvent été une minorité, par le biais de la peur notamment. Parce que tu ne veux pas que les minorités soient fortes, parce qu'elles ne servent pas tes intérêts, ou elles le servent quand elles restent à leur place, si tu veux. Et ça, c'est stupide, et c'est ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui encore, parfois, hein, en insistant notamment à l'évidence basée sur les genres, etc., etc. Non, rendez les gens forts et autonomes, et on n'aura plus besoin de parler de la même manière, je pense, de l'abus des uns sur les autres, quoi. Alors tu es toi-même auteure aventurière et tu es même membre de la Société des explorateurs. Comment est-ce que tu as abordé dans l'écriture les portraits de ces femmes en fait Alors j'ai eu l'entière liberté de les choisir. Et, voilà. Par contre, il y avait une ligne un petit peu éditoriale, c'est-à-dire que je ne pouvais pas écrire de manière totalement subjective, par exemple. J'aurais pu choisir d'écrire en jeu complètement et comment je me sentais par rapport à elle ou comment. Donc ça, je devais pas le faire. Il fallait que ce soit entre les deux. Journalistique un petit peu incarné, suffisamment journalistique quand même. Là, il y avait une ligne éditoriale qui était plus ou moins claire, hein, et que j'ai essayé de respecter, voilà, tout en y mettant tout ce que je pouvais de mon expérience, de ce que je ressentais d'intimité avec ces femmes ou de ce que je me sentais en phase avec elles, justement pour les décrire ou pour lire entre les lignes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mhm. Pour essayer de lire entre les lignes et de ne pas être juste dans le factuel. Elles ont fait ça, ça, ça. Mais entre tout ça,
quelle était leur enfance, quel était leur moteur, quelles ont été leurs difficultés, étaient-elles heureuses, etc. J'essayais vraiment de lire entre les lignes, en fait, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi, sans doute. Mais Est-ce qu'il y a un portrait, une femme qui, toi, t'a particulièrement touchée? moi, je pense par exemple à Gertrude Bell, parce que on connaît beaucoup Alexandra David-Néel, mais Gertrude Bell, qui a cofondé l'Irak, qui a été le mentor de Laurence d'Arabie. Et on retient Laurence d'Arabie comme un homme absolument extraordinaire. Il a été extraordinaire, c'est pas la question. Mais Gertrude Bell était encore plus extraordinaire. Et ce qu'elle a fait en Arabie Saoudite, son histoire, Laurence d'Arabie était admirative de Gertrude Bell. Mais elle a été totalement invisibilisée sur la toile. Elle a totalement disparu, alors qu'elle a eu un impact énorme sur le terrain, alors qu'elle était brillante, absolument brillante, cette femme, des premières diplômées d'Oxford avec la mention excellence en histoire contemporaine, en histoire moderne. On n'imagine pas à quel point ces femmes étaient hors normes. Et en fait, l'histoire retient des gens qui étaient remarquables, mais je pense n'arrivaient peut-être même pas à l'épaule de ces femmes-là, que l'histoire s'est chargée d'oublier. Et ça, je ne l'avais pas mesuré. Et ça, je trouve ça assez incroyable. J'avoue que ça m'a quand même fait un petit peu mal aussi. Et là, je me suis rendu compte à quel point c'est toujours pareil. C'est une histoire de pouvoir, une histoire de ceux qui ont le pouvoir ont les projecteurs et vont mettre les projecteurs sur eux parce que on a besoin des projecteurs pour rester. Et donc, on ne va pas mettre le projecteur sur les autres. Et je n'ose pas imaginer de combien de talents, d'envie, d'effort. Je veux dire, l'histoire, l'humanité s'est privée parce qu'elle n'a pas permis à chacun d'exprimer tout son potentiel, quoi. C'était intéressant pour toi parce que c'est vrai que tu as en fait beaucoup parlé de tes expériences d'aventurière, d'exploratrice. C'est la première fois qu'on te confiait ce genre d'écrit, il me semble, hein. Mis à part la ligne éditoriale qui est un peu imposée, qu'est-ce que ça a changé dans ta manière de voir peut-être le monde, la société, la manière de voir les explorations en fait que tu vas mener, j'en suis persuadée, dans le futur? Je ne saurais pas répondre de manière ferme là-dessus, en fait. Je sens que ça a contribué à un moment de ma vie où j'ai été étonnée de me rendre compte, hein, que plusieurs de ces femmes avaient eu des moments de dépression, par exemple, dans leur vie. Et c'est normal, il y a une telle intensité de vie, puis en fait, elles font face à voilà, tellement de choses malgré tout. Euh, Alors qu'au départ, je pense qu'elles ont juste envie d'aller au rythme qui leur convient, de satisfaire la curiosité, l'intelligence qu'elles ont, et pas forcément de changer le monde ou de se battre pour. C'était pas forcément leur but premier, mais après, voilà, elles n'ont pas le choix. Est-ce qu'elles sont pas parfois un peu exploratrices malgré elles? Ça dépend lesquelles. Ada Blackjack, oui, mais pas toutes. Non, il y en a qui voulaient vraiment être exploratrices, qui voulaient vraiment explorer, qui voulaient vraiment être libres, qui voulaient vraiment aussi être reconnues. Il y en a là-dedans qui ont besoin de cette reconnaissance, de cette lumière aussi. C'est financièrement et potentiellement égotiquement aussi, certaines. Mais disons que ce livre, je l'écris à la sortie d'une période qui a été pour moi une période un petit peu de dépression, un petit peu difficile, où j'ai encaissé un peu les vies que j'ai menées en parallèle, où j'ai eu, je pense, une sorte un petit peu de fatigue, de burn-out, tout ça pendant une période du Covid qui a été un peu troublante quand même, hein, la première fois que pas toutes les frontières, mais certaines frontières étaient complètement fermées. Donc la sensation d'un monde qui se fermait, c'était pour quelqu'un qui, comme moi, a été pris de liberté, d'humanité, Ouais, de tu as traversé liberté, des pays qui sont plus traversables maintenant en plus. Voilà, ça faisait un petit peu peur, mais c'est ce que j'écris dans ma préface. On m'avait demandé d'écrire une introduction, voilà, sur moi et sur comment j'ai abordé ce livre et ces femmes. C'est ce syndrome de l'imposteur. J'ai longtemps effectivement eu du mal autant sur le terrain, je n'ai aucun mal, je n'ai pas peur, je n'ai pas de mal à m'affirmer voilà, c'est vraiment parce que je suis une femme de terrain. Autant sur scène, entre guillemets, quand je dis sur scène, c'est un petit peu dans le monde de la représentation, hein, donc dans le monde des médias, dans le monde où il faut se mettre en avant, se faire
Connaître l'âge, c'était un petit peu plus compliqué pour moi, mais pas seulement dans le domaine de l'aventure, aussi dans mon domaine d'ingénierie, peut-être parce que je faisais un peu tout ça en parallèle aussi, et du coup, oui, j'ai vraiment eu des difficultés et ça a complètement changé. Aujourd'hui, voilà, je m'assume complètement dans ce que j'ai fait. C'est comme si j'avais réalisé ce que j'avais fait, ce que j'étais, ce que je ne suis pas, Mhm. disons que c'était tout d'un coup, voilà, je me sentais plus légitime avec moi-même. Ouais. Et, Mais c'est et ça, je important. pense que ça m'a beaucoup aidée de plonger dans la vie de ces femmes pour ça. Ouais. C'est important aussi que tu puisses parler de ce moment de dépression en tant que figure aussi féminine exploratrice, tu vois, de la société des explorateurs, parce que en fait, souvent c'est vu comme une faiblesse et comme quelque chose dont on ne doit pas parler. La santé mentale, c'est comme si on avait une jambe cassée à l'intérieur du cerveau et c'est pas grave et ça se répare, mais en fait, le fait qu'on n'en parle pas est une espèce de preuve que c'est pas normal alors que c'est pas le cas. Mais de toute façon, personne n'est que fort. Mais Je veux dire, évidemment, même les plus grands explorateurs ne sont pas que forts. Je veux dire, ils vont évidemment. tout faire pour contrôler, masquer leurs faiblesses, mais rien que l'ego immense de certains est une faiblesse. Ouais. C'est- Hmm. Donc, Ou démontre et une qui crainte. amène des souffrances parce que ça nourrit des exigences donc non, il ne peut y avoir que des hauts et des bas dans des gens qui vivent une vie extrêmement intense, extrêmement forte. C'est même normal en soi. Hmm. T'as l'impression que toi, de fabriquer tous ces contenus de livres, de films, que finalement c'est thérapeutique dans ton approche de l'exploration et dans ton approche justement de cette santé mentale? Le fait d'écrire ou de faire des films? Ouais, c'est ça, de produire des J'ai plus contenus. l'impression que c'est d'abord pour moi, ça a été un outil de mémoire et un outil Hmm. d'expression et un outil d'approfondissement. Avec tes petits D'abord, en carnets. fait. Ouais, c'est d'abord ça. En fait, j'ai découvert avec vraiment beaucoup de passion quand j'ai écrit mon livre, mes premiers livres, Soif d'Orient, Méandre d'Asie, sur le voyage. J'ai revécu le voyage, mais je l'ai Ouais. revécu d'une autre manière. Et donc, j'ai senti que j'approfondissais plein de choses. Et en fait, j'ai trouvé que c'était une dimension extraordinaire. Et ensuite, il y a l'aventure de l'écriture. Et ensuite, en fait, c'est un enrichissement, un approfondissement qui est incroyable. Et donc, et ensuite, il y a la mémoire, vraiment, l'outil de mémoire. J'ai conscience que je ne peux pas faire confiance à ma mémoire. Je l'ai eu encore plus quand il s'agissait de faire quelque chose avec les nonnes. Enfin, je veux dire, on avait besoin de cet outil de mémoire. Donc non, c'est d'abord des outils, en fait. Et parfois, oui, ça a une petite valeur thérapeutique parce que quand on n'est pas bien, ça aide. Mais c'est pas forcément la raison première, non. Et justement, une dernière question, je veux pas abuser de ton temps, je sais que tu vas fêter ton anniversaire et que tu es en famille, c'est déjà super sympa de m'avoir reçu. Est-ce que ce travail de portraitiste en fait que tu as fait et ce travail de documentation, justement, c'est là où je voulais en venir. Est-ce que ces femmes, tu as trouvé pour chacune d'entre elles la manière dont elles pouvaient se raconter, qui peut se rapporter avec le plus de justesse possible à ce qu'elles ont vécu et à ce qu'on peut lire d'elles dans tes portraits? Alors ça, c'est intéressant parce qu'on sent bien qu'il y en a qui ont une certaine rigueur et il y en a qui ont une facilité à s'écarter éventuellement parce qu'elles savent à qui elles écrivent, pour qui elles écrivent et ça va influencer leur manière d'écrire. Ouais. Je ne le saurais pas pleinement sur les femmes puisque j'ai pas pu les rencontrer. Je le sais peut-être mieux sur les femmes que je connais vivantes parce que là, si on a la chance de rencontrer quelqu'un, on ressent beaucoup de choses quand même. Bien Si en sûr. plus on passe du temps avec, on connaît mieux ce rapport à la justesse ou à. Après, il y a l'art de raconter. Hein, on peut être juste et raconter merveilleusement bien. Et puis voilà, là-dessus, tout le monde n'a pas forcément les mêmes âmes ou la même manière de faire et de dire. Mais non, pour certaines, écrire a aussi été un moyen d'avoir de l'argent, D'accord. clairement. Donc après, c'était pas forcément une approche scientifique. Mais dans tous les cas, je me rends compte que ça va au-delà du pur caprice égocentrique. C'est quand même très intéressant quand un être humain laisse un héritage de sa vie aux autres. Hmm. Voilà, c'est un peu de cette mémoire qui n'est pas la nôtre. Et donc, c'est un peu de cette matière qui nous permet d'approcher, de comprendre le regard de l'autre Hmm. et donc d'élargir le nôtre. Et cette matière, elle est très intéressante
quoi qu'il en soit, c'est toujours pareil. Il faut jamais en faire une Bible, hein. Non. Il faut en faire quelque chose qui est un regard parmi d'autres. Mais c'est intéressant et merci donc à toutes celles qui ont fait l'effort de laisser quelque chose de bien commun. Parce que je pense que c'est quand même, ça prend du temps, c'est beaucoup d'efforts éventuellement aussi de le faire. L'écriture peut être douloureuse aussi. Et dans certains cas, en tout cas, moi je vous invite à écrire vos propres mémoires, hein. Ça a une vertu en fait, même si vous n'avez pas de descendance, même si vous avez l'impression que vous n'avez rien à raconter, en fait, vous témoignez d'une époque, vous témoignez d'une vie. Enfin, je pense que Caroline, t'es d'accord avec moi pour dire que achetez-vous un carnet et un crayon de papier. Ouais. Et amusez-vous à écrire vos mémoires, que ce soit des mémoires quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, mais raccrochez-vous. C'est rigolo aussi de voir aussi comment on évolue et dans l'écriture, et dans sa vie, et dans ce qu'on raconte, et de la manière de l'aborder, en fait. Il y a des problèmes qui sont des problèmes à un moment de vie ou qui paraissent abyssaux, et puis en fait, en avançant, on se rend compte que c'est pas... Tu as totalement raison, Émilie. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Une dernière question. Et après, promis, je te laisse. C'est quoi la suite de tes aventures là qui arrivent ? Alors là, je suis au Gabon sur ce chantier. Donc là, je suis pleinement là-dedans. C'est très rocambolesque, autant qu'il y a 20 ans. Donc peut-être qu'il y aura une suite avec Claude Cristal. En tout cas, je m'applique à prendre la matière tous les soirs pour avoir la mémoire, pour pouvoir éventuellement écrire. Après, je verrai qu'est-ce que j'aurais envie de rendre, de partager de cet univers que je vis et de ce que mon travail me permet aussi de faire, parce que c'est toujours ça, hein, il faut tout. Mais pour l'instant, il fallait déjà que je prenne en main un petit peu ce chantier, où il y avait pas mal de difficultés, que j'amène un peu tout le monde à mieux communiquer, à aller dans la même direction, pour qu'on arrive à travailler un peu mieux ensemble. Et donc ça, c'est déjà extrêmement prenant et extrêmement passionnant. Donc moi, pour l'instant, je savoure vraiment très très fort ce privilège d'être en pleine forêt vierge. Merci infiniment. Mais je vais devoir retourner voir les nonnes. Mais oui. Voilà, parce que je peux pas les oublier. Mais non, pas le droit. Mais de toute façon, j'imagine qu'elles sont toujours un petit peu avec toi. Oui, mais on s'appelle régulièrement, hein. Là d'ailleurs, pendant que tu m'as appelé, juste avant, il y a Pounsock Dolma qui m'a appelé là, parce qu'il va falloir qu'on les appelle demain tous ensemble. Ouais. Oui, j'imagine qu'elles se languissent de toi et que tu ne perds pas le fil de ce joli monastère de Tongri. Merci infiniment, Caroline, d'avoir Merci beaucoup, Émilie, répondu à l'invitation. Je sais que les moments en famille, c'est hyper important. Alors, merci d'avoir répondu, c'est hyper appréciable. Et j'espère qu'il y aura un 3e volet dans la suite de ces aventures. J'aime beaucoup suivre... J'aurai un peu plus de temps. J'adore suivre ce que tu fais. Voilà. Je suis à l'écoute et je te souhaite une bonne soirée et un excellent anniversaire. Toi aussi, merci. Très bientôt. Excellent week-end, à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à m'écrire un mot d'amour sur Apple Podcast ou Spotify. Encore mieux, transférez cette émission à une connaissance à qui elle pourrait plaire. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rien manquer. C'est gratuit. Pour découvrir les coulisses de réalisation du podcast, les prochains invités et d'autres histoires de montagne, inscrivez-vous sur le compte Instagram ou sur la newsletter sur www.campdebase-podcast.com. À bientôt dans le camp de base. Rencontre au sommet.